Salut à tous, bienvenue sur JB Aubert. Le président Trump est sorti pour dire nous voulons une reddition sans condition. C'était quelque chose que je n'avais pas entendu depuis 1945. Puis, le lendemain, Caroline Leavitt est arrivée en disant « Eh bien, une reddition sans condition sera ce que le président décidera qu'est une reddition sans condition ». C'était une nouvelle définition. Je n'avais jamais entendu parler d'une reddition sans condition où l'autre camp que nous combattons n'a pas son mot à dire sur le fait de se rendre. C'en était une nouvelle aussi. Dans ce style de point de presse, même les termes militaires ont droit à leur version sur mesure dès le lendemain matin. C'était le 13 jours de la guerre contre l'Iran et on avait vraiment l'impression qu'il devenait difficile de suivre tout ce qui s'était passé. Plus tard ce jour-là, le régime iranien devait publier la première déclaration écrite de son nouveau guide suprême. Ce n'était pas encore arrivé, mais c'était attendu. En même temps, le Conseil de sécurité des Nations Unies a finalement condamné les récentes attaques de l'Iran dans le Golfe et exigé qu'elles cessent. La Russie et la Chine, sans surprise, ont refusé d'appuyer la résolution et l'Iran a rejeté la critique. La Russie avait aussi affirmé qu'elle n'avait pas fourni de renseignements à l'Iran pour suivre les forces américaines. Steve Witkoff a déclaré que Washington prenait la Russie au mot. Ensuite, la Russie a apporté à l'Iran son soutien total et inébranlable, puis s'est abstenue lors du vote. Cela soulevait une question fondamentale. À partir de quel moment les États-Unis reconnaissent-ils que la Russie n'est pas de leur côté et qu'elle travaille activement contre eux ? Apparemment, le seuil du scepticisme se situe maintenant quelque part au-dessus du bon sens et en dessous d'un communiqué. Cette partie-là était profondément frustrante. Le président Trump avait fait au départ certains commentaires assez désinvoltes au sujet du rapport sur les renseignements russes. Mais, bien sûr, la Russie fournissait des renseignements à l'Iran. Ils ont une relation très étroite sur toute la ligne, donc rien de cela n'était surprenant. Les États-Unis auraient dû réagir plus directement et le président aurait dû le condamner. Une partie du problème semblait être une question d'état d'esprit. Il pourrait assimiler les renseignements que les États-Unis fournissent à l'Ukraine pour le ciblage à ce que la Russie fait pour l'Iran. Donc peut être qu'il ne voit pas de différence, je ne sais pas. Mais c'était clairement quelque chose qu'il fallait aborder. Chaque fois que j'entends que Washington prend la Russie au mot, cela m'inquiète. Je n'ai jamais connu Poutine dire quelque chose de factuellement exact sans y ajouter une torsion qui colle aux éléments de langage de la Russie. Donc cette affirmation était absolument fausse. Faire confiance au Kremlin, parce que cela tombe bien, c'est moins une stratégie qu'un vœu pieux avec une épinglette au revers. En même temps, il y avait aussi là-dedans un angle géopolitique intéressant. Je n'ai pas été surpris que la Chine et la Russie se soient abstenues lors du vote. Étant donné leur relation avec l'Iran, il semblait même possible qu'elles utilisent leur droit de veto au Conseil de sécurité pour bloquer la résolution. Elles ne l'ont pas fait et il y avait probablement plusieurs raisons à cela. L'une d'elles, c'est qu'un très grand nombre de pays, quelque chose comme 135, soutenaient la résolution. Cela créait un véritable risque d'aliéner un grand nombre de pays avec lesquels elle travaille, surtout si l'on regarde la Chine et son initiative des nouvelles routes de la soie. La Chine devait évaluer très soigneusement ce qu'un veto pourrait faire à ses relations plus larges. Pendant ce temps, la Russie venait tout juste de voir plusieurs sanctions pétrolières levées par les États-Unis et elle était autorisée à vendre du pétrole à l'Inde, par exemple. Il y avait probablement une réticence à faire des vagues, pour ainsi dire. Cette partie-là était révélatrice. Ce qui était particulièrement fascinant, c'est l'ampleur de l'élan que cela avait pris à l'ONU. Même s'il y avait beaucoup de critiques envers les États-Unis, et certainement envers le président Trump, pour s'être joint à Israël dans cette frappe majeure, et pour tout le raisonnement qui l'entourait, il y avait un autre côté à l'histoire. Je n'avais jamais vu le Conseil de coopération du Golfe, le CCG, pivoter aussi vite sur une seule question, comme il l'a fait quand l'Iran a attaqué. L'Iran semble avoir cru qu'il pourrait les intimider et peut être en pousser un ou deux à dire que les États-Unis ne pouvaient pas utiliser leur territoire pour des bases. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. Cela a renforcé leur détermination. Ils ont regardé l'Iran et ont dit que c'était l'ennemi. Ce vote à l'ONU faisait partie de ce même basculement. Une
partie de cela tenait aussi à la puissance économique. Les États du Golfe ont une puissance économique considérable et cela leur donne de l'influence auprès d'un grand nombre de pays. Cela rendait toute cette séquence encore plus frappante. En même temps, l'administration Trump n'avait toujours pas nommé de conseiller à la sécurité nationale depuis le départ de Mike Waltz en mai de l'année précédente. Cela semblait jouer directement dans les problèmes de communication de l'administration dans la guerre contre l'Iran. Le message paraissait flou. Les objectifs semblaient aller dans tous les sens. On n'avait pas l'impression que qui que ce soit pouvait dire avec assurance quels étaient les objectifs ou ce que seraient les résultats. Quand le message change d'une heure à l'autre, la confusion cesse d'être un effet secondaire et commence à ressembler au produit lui-même. Ce manque de discipline dans le message sautait immédiatement aux yeux. L'un des tout premiers principes des communications stratégiques, c'est que tout le monde doit être synchronisé. C'est les communications publiques sans un, tout le monde doit jouer sur la même partition. Si le récit vacille, de quelque manière que ce soit, alors c'est cela qui devient le récit. Telle personne a dit ceci, telle autre a dit cela, et les deux font partie de l'administration. Ce qui semblait se passer ici, c'est que différentes idées étaient simplement lancées pour voir lesquelles prenaient. C'était moins un message de guerre qu'une audition permanente pour le prochain élément de langage. Il y avait toutefois, en dessous de tout cela, une logique géopolitique plus profonde que je ne crois pas que l'administration voulait dire publiquement. Si l'on regarde le Venezuela et le pétrole, puis l'Iran, le plus grand impact retombe sur la Chine. Cela place la Chine dans une position difficile parce qu'elle importe environ 1 million de barils de pétrole par jour. Si l'on tient compte à la fois du Venezuela et de l'Iran, cela représente une part importante. Pas la plus grande part, mais tout de même une part majeure, et cela compte, sous-jacente à une bonne partie de la pensée stratégique actuelle, il y a une vision de la Chine semblable à la manière dont l'Union soviétique était perçue à la fin des années 1940 et au début des années 1950. La Chine est traitée comme le concurrent quasi égal à travers lequel tout est filtré. La question de fond devient quel est l'impact sur la Chine ? Je ne pense pas que la Maison-Blanche puisse le dire ouvertement, parce que je ne pense pas que cela trouverait un écho public auprès des électeurs partout aux États-Unis, mais je pense que c'est une partie majeure de ce qui se passe et cela aide à expliquer pourquoi une si grande part du message public paraît indirecte et incohérente. Même ainsi, aussi coûteuse et vaste que soit cette guerre, l'ampleur d'une conséquence nucléaire la dépasse encore largement. Mon propre parcours comprend du travail sur les conséquences des armes de destruction massive, en particulier les armes nucléaires. L'an dernier, dans le sud de la Californie, un important exercice de scénario a été mené avec de grandes agences publiques autour d'un cas hypothétique et c'était assez public pour en faire les manchettes. Si l'on regarde le coût d'un seul événement nucléaire, même en supposant que l'Iran n'aurait pas eu cette capacité avant des années, tout ce qui est dépensé maintenant paraît minime en comparaison. Le message de la Maison-Blanche autour de la décision initiale de frapper l'Iran n'a fait qu'aggraver la confusion générale. Marco Rubio avait plutôt laissé entendre qu'Israël allait probablement frapper l'Iran, ce qui exposerait ensuite les États-Unis à des représailles. Puis Trump a dit qu'il croyait que l'Iran allait frapper les États-Unis. Quand une journaliste a demandé à Caroline Levitt sur quelles preuves Trump s'appuyait, elle a répondu que le président avait un pressentiment. La journaliste a alors dit que le président avait lancé une guerre sur un pressentiment. Sa réponse a été que c'est ce que Jared Kushner avait dit au président et que c'était final. Cela n'a fait que renforcer l'impression que Trump n'avait pas assez de gens autour de lui ayant suffisamment d'expérience militaire et en renseignement. À ce stade-là, la chaîne de commandement a commencé à ressembler dangereusement à un groupe de discussion avec habilitation de sécurité. La réponse à cela semblait évidente. Absolument pas. Pendant un certain temps, j'ai été directeur du renseignement pour un commandement dirigé par Jim Mattis. Le général Mattis, bien sûr, a été secrétaire à la défense pendant la première administration Trump et il est parti
pour des raisons éthiques et morales. Il était profondément troublé par des changements de politique concernant la Syrie. C'était probablement pas la première chose qui le dérangeait, mais cela renforçait un point plus large. Un président doit avoir autour de lui davantage de personnes prêtes à le contredire. Chaque président fait les choses différemment. Et chaque président veut à ses côtés des gens en qui il a confiance et avec qui il se sent à l'aise. Mais les présidents ont aussi besoin de contradicteurs dans la pièce. Ils ont besoin de gens capables de dire « Monsieur le Président, je ne pense pas que cela va marcher et voici pourquoi ». Cela crée de la tension et de la frustration. Mais des présidents ont commis de graves erreurs en repoussant ces personnes hors de leur cercle rapproché. Une pièce sans dissidence peut être confortable, mais le confort n'a jamais été une doctrine. Le second mandat de Trump semblait avoir sa dynamique propre. Le pays n'avait rien vu d'assez semblable depuis la fin du XIXe siècle. Un président quitte le pouvoir, reste absent pendant un mandat, puis revient. Dans ce second mandat, Trump sentait clairement le vent dans les voiles. Il semblait beaucoup plus à l'aise et plus disposé à faire des choses qu'il n'avait pas faites lors de son premier mandat. Cela créait un état d'esprit différent et une partie de cela semblait être qu'il acceptait moins facilement la présence de conseillers à la sécurité nationale, de militaires et d'experts chevronnés dans la pièce comme il l'aurait normalement fait. Il en avait amené certains au départ, mais ils semblent tous être repartis. C'était préoccupant. Marco Rubio a peut être une bonne tête pour ce type de dossier, mais il n'est pas l'ancien chef du Central Command des États-Unis ni de l'European Command. Il aurait mieux valu, comme l'ont fait des présidents précédents, faire entrer des gens ayant ce niveau d'expérience et capables de dire de temps à autre, très clairement, qu'une idée est mauvaise, puis de travailler sur les options dans un processus plus rigoureux. C'était l'une des choses utiles chez le général Keith Kellogg, qui était très efficace pour conseiller le président sur la Russie, l'Ukraine et les réalités concrètes sur le terrain, sans se laisser prendre par les mensonges et la propagande de Poutine. Au cours des derniers jours, les événements dans le Golfe avaient ajouté une autre couche grave. 2 pétroliers ont été attaqués au large de l'Iran, faisant un mort, puis 3 cargos en provenance de Thaïlande, des îles Marshall et du Japon ont été frappés mercredi autour du détroit d'Ormuz. 3 membres d'équipage du navire thaïlandais étaient portés disparus. La 5e flotte américaine patrouille dans cette zone, et même si les États-Unis ne sont pas juridiquement obligés dans tous les cas, la question s'est naturellement posée de savoir s'ils devraient aider à escorter et à secourir ces navires pour les sortir du danger. Il existait un précédent historique en ce sens. Dans les années 1980, quand l'Iran encombrait le détroit avec des mines marines et faisait toutes sortes de choses similaires, les États-Unis ont utilisé un programme de changement de pavillon. Les pétroliers qui entraient et sortaient étaient replacés sous pavillon américain, ce qui donnait ensuite la justification juridique à des escortes de la marine américaine dans le détroit d'Ormuz et le Golfe. Cette approche a effectivement assez bien fonctionné. Des marines étaient déployées dans des endroits inhabituels pour soutenir la mission. De loin, à l'époque, cela paraissait excitant, mais les conditions étaient assez dures pour que cela semble probablement beaucoup moins glorieux à ceux qui s'y trouvaient réellement. Cela dit, c'était une mission qui fonctionnait. Un autre détail était particulièrement intéressant. Les îles Marshall sont un État associé. Elles ont été un territoire américain après la Seconde Guerre mondiale, puis dans les années 1970, elles sont devenues indépendantes avec les autres États du Pacifique. Malgré cela, les États-Unis sont restés responsables de leurs besoins en matière de sécurité, d'abord dans un cadre de sécurité nationale, puis plus tard dans un cadre de sécurité intérieure. Pendant des années, une question revenait au sujet du terrorisme et de la piraterie. Si un navire bat pavillon des Palau, des îles Marshall ou de la Micronésie, les États-Unis ont-ils une responsabilité juridique à son égard? Dans le cas d'un navire des îles Marshall, on pourrait interpréter le cadre conventionnel comme créant une telle obligation, même si les États-Unis ne l'ont jamais réellement traité de cette façon. Cela rendait le cas particulièrement notable. Cela laissait entendre que le changement de pavillon pourrait revenir dans la discussion et que les États-Unis
pourrait finir par dire « Mettez un pavillon américain sur ce navire et nous l'escorterons dans le détroit ». Cela menait directement à la question de savoir si l'administration Trump avait réellement prévu que l'Iran poserait des mines dans le détroit d'Ormuz. Personne ne peut prévoir l'avenir dans les moindres détails, mais tout analyste militaire sérieux pesant les avantages et les inconvénients d'une frappe contre l'Iran aurait anticipé que l'Iran utiliserait Ormuz à son avantage en raison de son impact mondial sur l'approvisionnement pétrolier. Si le conflit dans le détroit avait été anticipé, alors peut être que la marine américaine aurait déjà dû avoir davantage de navires en attente et davantage de bâtiments disponibles pour escorter le trafic. Du point de vue de la planification militaire, il n'y avait absolument aucun doute que cela faisait partie du processus de planification. Le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, dispose de quelque part entre 1500 et 5000 petites embarcations de taille chonotte. Certaines sont des vedettes rapides, d'autres sont plus grosses, et elles servent à poser des mines. L'Iran possède un grand nombre de mines marines. Un autre point un peu abordé, c'est que le CGRI a aussi des sous-marins, ce qui ouvre encore d'autres options. Les sous-marins de classe Kilo, les plus gros, ont été en grande partie neutralisés. Sur les 4, 3 auraient été immobilisés pour entretien, ce qui ressemblait beaucoup à la marine iranienne. Celui qui était opérationnel a été endommagé au port au point où il n'aurait pu être un sous-marin qu'une seule fois, c'est à dire descendre sans jamais remonter. Malgré cela, d'autres sous-marins restaient en mer. Rien de tout cela n'était mystérieux. N'importe quel G2 ou Jeu2, n'importe quel officier supérieur du renseignement dans un commandement de service ou interarmée aurait eu cela devant lui dans le processus de planification. C'était même pas un travail de renseignement particulièrement difficile. Une bonne partie était accessible en source ouverte. Les mines marines ont toujours été une capacité majeure de l'Iran, donc oui, c'était prévu. Le problème, c'est que le fait de le savoir ne rend pas la chose plus facile à résoudre. Les États-Unis ne peuvent pas créer magiquement des dragueurs de mines. Après la guerre froide, il y avait beaucoup de dragueurs de mines, mais pendant les réductions des années 1990 et après, un grand nombre ont été désarmés et n'ont pas été remplacés. Les dragueurs de mines ne sont pas non plus politiquement très excitants. En politique navale, il y a toujours plus de prestige autour des porte-avions qu'autour des dragueurs de mines. Et cela tend à orienter ce qui est financé. Donc, beaucoup de plateformes plus spectaculaires attirent l'attention, tandis que des besoins plus fondamentaux ne l'obtiennent pas. Certains alliés de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, en Europe, ont en réalité de très bons dragueurs de mines, mais ils ne participent pas à ce conflit. Il était difficile d'imaginer le président Trump aller voir ses alliés pour leur demander de venir prêter des dragueurs de mines aux États-Unis. Cela ne ressemblait tout simplement pas à une conversation qu'il voudrait avoir. Il est difficile de vendre une préparation ennuyeuse quand la marque a été bâtie sur les entrées dramatiques. Le même schéma se voyait ailleurs. Quand les États-Unis ont demandé à l'Ukraine au sujet des intercepteurs de drones, cela semblait se faire à contre-cœur. Pourtant, ces lacunes étaient connues. Le besoin d'intercepteurs de drones était connu. La faiblesse en matière de dragueurs de mines était connue. La volonté politique d'investir n'avait tout simplement pas été là. Une partie du problème vient aussi du système d'approvisionnement lui-même, qui ralentit tout et produit des résultats étranges, y compris des programmes comme les navires de combat littoral. Il y a des problèmes internes profonds dans la manière dont ces choses sont acquises et priorisées. Donc oui, cela avait été anticipé, mais cela a été traité comme un risque assumé. L'hypothèse semble avoir été que l'Iran ferait probablement cela, mais que d'autres éléments de la campagne pourraient être modelés de façon à empêcher ce risque de devenir trop grave. Il n'y avait pas encore eu de déploiement massif de mines marines, seulement quelques-unes, et certains des bâtiments de pose de mines avaient été frappés efficacement. L'espoir apparent était que si la campagne avançait assez vite et si la structure de soutien du régime était dégradée assez rapidement, le problème resterait gérable.
Si le régime devait basculer, alors le corps des gardiens de la Révolution ne serait plus en mesure d'exécuter une stratégie nationale concertée de minage maritime. Il pourrait encore y avoir des restes ou des éléments incontrôlés, mais pas le même effort complet dirigé par le régime. Malgré tout, le point essentiel demeurait que c'était un risque assumé et que l'administration a décidé d'aller de l'avant quand même. Il semble qu'elle espérait pouvoir façonner le champ de bataille autour de ce risque au point qu'il devienne plus petit qu'il ne l'est devenu. En ce moment, toutefois, c'est un risque bien réel. Une partie du langage employé à ce sujet a aussi été frustrante par sa mollesse. Les affirmations selon lesquelles l'Iran ne ferait que penser à poser des mines marines sont trompeuses. L'Iran a posé des mines marines. Au minimum, le langage devrait être oui, nous sommes assez sûrs qu'il pose des mines marines et nous attendons une confirmation supplémentaire. Mais faire comme si cela restait seulement hypothétique n'est pas exact. Jusqu'ici, cependant, les rapports ne laissent pas entendre des quantités massives, des centaines ou des milliers de mines. Cela semble plus limité que cela. Le champ de mines est bien réel, même si la communication insiste pour l'appeler une possibilité. Cela compte parce que cela signifie que les efforts en cours pourraient encore fonctionner. Il est beaucoup question du fait qu'un changement de régime ne peut pas être obtenu par une guerre aérienne et les gens renvoient aux Balkans en 1999 et à d'autres cas semblables. Mais la réalité, c'est que les campagnes peuvent être modelées d'une certaine manière. Le CGRI peut être idéologiquement engagé envers le régime et l'autocratie théocratique qu'il représente, mais ses membres restent des êtres humains. S'ils sortent dans de petites embarcations et voient leurs équipages voisins se faire détruire tout autour d'eux, cela a un effet psychologique. À un certain moment, certains d'entre eux décideront peut-être qu'il vaudrait mieux ne pas aller en mer ce jour-là. L'une des façons les plus claires de comprendre l'ampleur de cette opération passait par les chiffres. Divers analystes et diverses sources les avaient compilés et à ce moment-là, il semblait que cela coûtait entre 800 millions et 1 milliard de dollars par jour pour que les États-Unis soient dans cette guerre. À titre de comparaison, pendant les premiers mois de la guerre en Irak en 2003, le coût se situait entre 170 et 200 millions de dollars par jour. Même en tenant compte de l'inflation et des changements technologiques, cela se traduirait par environ 300 à 350 millions par jour en valeur de 2026. Cela signifiait que la guerre contre l'Iran coûtait environ 230 à 230% de plus par jour dans sa phase initiale. La question évidente était de savoir ce que cela disait de l'opération et qui, au bout du compte, perd vraiment quand une telle somme d'argent est dépensée. La première perte, c'est que les États-Unis brûlent des munitions de grande valeur, des armes qu'ils préféreraient nettement garder en réserve. S'il se produisait quelque chose dans le Pacifique, la Chine regarderait presque certainement cela sous un angle très différent et conclurait que les États-Unis pourraient ne pas être capables de soutenir grand-chose dans ce théâtre si Pékin décidait de bouger sur Taïwan. C'est un coût qui est déjà en train d'être assumé. Les grandes déclarations coûtent déjà cher à elles seules. Cela empire quand chacune d'elles gruge aussi les stocks. En même temps, c'est aussi simplement un autre type de guerre contre un autre type de pays. L'Irak est beaucoup plus petit que l'Iran. Certains chiffres concernant l'Irak sont décrits comme relevant d'un conflit de faible intensité, et dans ce sens, les chiffres sont effectivement plus bas, mais en termes de pertes humaines et de coûts humains, il y a eu des moments où les pertes étaient plus élevées. Et en 2003, les États-Unis ont traversé l'Irak avec une vitesse remarquable. Le mouvement du Koweït jusqu'à Bagdad demeure l'une des avancées militaires à grande échelle les plus impressionnantes de l'histoire moderne. Bien sûr, cela tenait aussi au fait que l'armée irakienne se désagrégeait devant eux. L'Iran est complètement différent. C'est un immense pays avec une infrastructure étendue et les paramètres de temps et de distance pour les vols et les frappes aériennes sont beaucoup plus exigeants. La guerre elle-même est aussi menée différemment avec une approche hautement technologique centrée sur la puissance aérienne et les munitions de précision guidées. Il n'est donc pas surprenant que cette phase soit beaucoup plus coûteuse. En même temps,
il y a aussi eu un rendement mesurable sur cet investissement. Les tirs quotidiens de missiles balistiques avaient chuté de plus de 90% par rapport à leur sommet. Les lancements de drones avaient baissé d'environ 4,25% ou plus, à peu être 10 à 15% de ce qu'ils étaient à leur point culminant autour du deuxième jour de la guerre. Une grande quantité a été dépensée, mais une grande quantité a aussi été éliminée, y compris des systèmes de lancement et d'autres actifs critiques. La frappe de décapitation du premier jour, à elle seule, était frappante par ce qu'elle a accompli. Si l'activité actuelle de l'Iran paraît déjà grave, il vaut la peine d'imaginer à quel point elle serait pire si toutes les figures éliminées ce premier jour étaient encore en place. Donc oui, la guerre coûte plus cher au départ, mais une fois qu'une grande part de ces cibles auront été traitées, le coût quotidien pourrait diminuer considérablement. C'est ce qui semble probable. Le marché pétrolier a ajouté une autre puissante couche de pression. Le pétrole était remonté à $100 le baril et certains analystes croyaient qu'il pourrait monter jusqu'à 200. L'Agence internationale de l'énergie avertissait que le monde pourrait faire face à la pire perturbation pétrolière de l'histoire. Si cela continuait, une question politique suivait naturellement. Cela pourrait-il devenir le catalyseur qui pousserait Trump à se retirer, à déclarer une victoire sous une forme ou une autre, et à décider que le pari politique de secouer l'économie mondiale sous sa gouverne est trop grand, surtout à l'approche des élections de mi-mandat. En novembre, la question était encore plus vive parce qu'il y avait peu de clarté sur la capacité réelle des États-Unis à éliminer le programme nucléaire ou d'enrichissement qui reste à l'Iran, et parce que le régime iranien semblait toujours intact. Si les États-Unis devaient se retirer sous la pression économique alors que les objectifs annoncés restent non atteints, où cela laisserait-il Trump ? C'est le problème récurrent d'une politique gouvernée par des slogans. La facture arrive longtemps après les applaudissements. La réponse semblait être que la Maison-Blanche commençait déjà à redéfinir la victoire. C'est pourquoi le langage autour de la reddition sans condition était si révélateur. Trump a dit que les États-Unis voulaient une reddition sans condition, puis Caroline Leavitt a effectivement redéfini cela comme étant ce que le président déciderait que cela veut dire. Ce n'était pas un sens historique reconnaissable du terme. Cela ressemblait moins à un état final stratégique qu'à un effort pour préserver une marge de manœuvre. Quand les poteaux de but bougent à cette vitesse, ils devraient probablement déposer un plan de vol. Ce qu'il semblait plutôt décrire, c'était un point où l'Iran ne peut plus faire grand-chose. Si son réseau de proxy est affaibli, s'il ne peut plus lancer de missiles balistiques, plus lancer de drones, et plus les produire efficacement, alors peut être que cela devient la nouvelle définition du succès. Israël prenait aussi des décisions au Liban qui affectaient ce que le Hezbollah pouvait encore faire. Il existe un seuil à partir duquel le réseau extérieur de l'Iran et sa capacité militaire sont suffisamment paralysés pour que la Maison-Blanche appelle cela une victoire. De toute façon, certains objectifs militaires avaient toujours été clairement atteignables. Depuis très longtemps, on comprenait que du point de vue d'une frappe, neutraliser dès le départ la marine et l'aviation iranienne était faisable et réduirait considérablement leur capacité à projeter de la puissance militaire. C'est exactement ce qui s'est produit. La marine et l'aviation iranienne ont été frappées dès le début. Leur aviation n'était déjà pas grand-chose. Si l'on se souvient du F-14 dans Maverick, l'Iran était effectivement le dernier pays à faire encore voler cette plateforme des années 1970. Ces systèmes ont maintenant été éliminés. Donc, même si la Maison-Blanche redéfinit le résultat, elle peut tout de même pointer vers une dégradation militaire réelle. Il y a aussi derrière cela une logique géostratégique plus large. Si les États-Unis peuvent influencer où la Chine obtient son pétrole, ce qu'elle paie, et les conditions qui entourent cet approvisionnement, d'une manière semblable à ce qui se passe avec le Venezuela, alors l'identité de celui qui finit par gouverner l'Iran peut importer moins à Washington que le fait que la structure résultante serve les intérêts américains.
l'état d'esprit commence à ressembler moins à une logique idéologique qu'à une vieille réelle politique. La comparaison historique qui vient à l'esprit est la phrase de Franklin Delano Roosevelt à propos de Somoza, paraphrasée ainsi: oui, c'est un salaud, mais c'est notre salaud. Cela semble assez proche de la vision du monde à l'œuvre ici. Il ne s'agit pas nécessairement d'obtenir la figure idéale au pouvoir. Il s'agit d'obtenir quelqu'un ou un arrangement qui fasse ce que Washington veut. Cela ramenait à la question plus large de savoir comment tout cela se termine. Un échéancier précis est impossible, surtout étant donné le message contradictoire de l'administration Trump, qui oscille sans cesse entre dire que la fin est proche et admettre qu'il reste encore beaucoup à faire. Mais la pression économique fait clairement partie du mécanisme qui pousse vers une issue. La pression mondiale sur l'approvisionnement pétrolier et le risque politique pour l'héritage de Trump et pour sa présidence, surtout à l'approche des élections de mi-mandat, pourrait très facilement devenir le catalyseur d'un certain retrait emballé dans une nouvelle définition du succès. En même temps, les prix du pétrole peuvent aussi créer une pression pour terminer la campagne plus vite plutôt que simplement s'en retirer. Des mécanismes d'atténuation sont déjà utilisés. D'importantes réserves stratégiques étaient libérées, y compris 172 millions de barils provenant des stocks américains. Cela aiderait, mais probablement moins que ce que la Maison-Blanche avait espéré. Le marché, en tout cas, n'a certainement pas réagi aussi positivement qu'attendu. D'autres routes de transport de remplacement étaient aussi poussées à leur pleine capacité. Le pipeline Est-Ouest de l'Arabie Saoudite avait de la capacité excédentaire, quelque chose de l'ordre de 6 millions de barils par jour, et il était utilisé à plein régime. Il existait aussi une route par les Émirats arabes unis qui pouvait contourner le détroit d'Ormuz, même si le volume additionnel était plus limité. La difficulté toutefois, c'est que l'Iran ne se limitait pas à des attaques dans le détroit. Il avait aussi frappé des navires au large de l'Irak et dans le golfe d'Oman. Cela semblait intentionnel, comme si l'Iran cherchait à contourner précisément les solutions de rechange conçues pour réduire la dépendance à Ormuz. Tout cela créait une pression énorme. Que l'horizon soit de 4 semaines, de 6 semaines ou d'autre chose, les marchés réagissent au risque exactement de cette façon. Les négociants en pétrole intègrent dans leur prix la possibilité de 120 $ le baril et peut être éventuellement 200. À un moment donné, quand le président Trump a fait une brève déclaration laissant entendre que la guerre pourrait se terminer plus tôt que prévu, le Brent a chuté rapidement d'un niveau proche de 120 à environ 4,20. Ce type de réaction montrait à quel point tout cela est mu à la fois par la perception et par la perturbation physique de l'approvisionnement. Une grande partie de la trajectoire dépend de la manière dont les événements continueront de se dérouler et de la manière dont les marchés les interpréteront. Un simple sous-entendu présidentiel peut encore faire bouger les marchés, même quand la stratégie derrière reste en rénovation. Il y avait enfin une dernière question qui montrait à quel point la gestion de l'information et la perception restent étroitement liées à la géopolitique, la santé de Vladimir Poutine. Lors d'un discours à l'occasion de la Journée internationale des femmes, il a été pris d'une quinte de toux. Selon les informations rapportées, il s'est arrêté et a dit que sa gorge était irritée et qu'il avait failli commencer à tousser parce qu'il avait beaucoup parlé ce jour-là. Le discours a été diffusé avec ce moment inclus, mais lorsqu'il a ensuite été mis en ligne, la quinte de toux avait été retirée. Normalement, cela ne voudrait pas dire grand-chose. N'importe quel gouvernement pourrait essayer d'épargner à son dirigeant un moment légèrement embarrassant. Mais Poutine fait face à des spéculations sur sa santé depuis des années, donc même quelque chose d'aussi petit nourrit le récit. Cela l'alimente absolument. Pendant les premières années de la guerre en Ukraine, il y a eu des spéculations constantes sur ce qui pouvait l'affecter. Les gens montraient des vidéos où sa jambe semblait trembler de façon incontrôlable, puis tout le monde essayait de le diagnostiquer à distance. Cet incident n'a fait que nourrir encore ce schéma. Ce qui était le plus surprenant toutefois, c'est que la quinte de toux ait été diffusée
au départ. Il n'était pas surprenant qu'elle ait ensuite été montée hors de la vidéo. Ce qui était surprenant, c'est que quelqu'un, dans le système russe, ait laissé cela passer en direct au départ. Ce n'est pas le genre de système dans lequel on embarrasse à la légère l'homme au sommet. Les conséquences, dans un tel système, peuvent être graves. Le simple fait de se faire congédier pourrait être l'une des meilleures issues. Le fait que cela soit arrivé laissait entendre soit de la négligence, soit un certain degré de fatigue dans l'appareil russe d'opération d'information, qui n'avait pas été aussi visible auparavant. Donc oui, il était logique que l'extrait soit ensuite expurgé. Ce qui restait frappant, c'est qu'il ait été diffusé au départ. Une fois que cela avait été fait, Internet a fait ce qu'il fait toujours. Il s'est de nouveau rempli de spéculations sur la santé de Poutine, sur le fait qu'il soit vraiment Poutine, qu'il y ait un sosie, qui soit mort il y a des années et qu'on l'ait remplacé. Ces théories deviennent rapidement extrêmes. Elles sont fascinantes à leur manière, mais elles sont aussi fantaisistes au sens littéral. Des dirigeants du monde entier l'ont rencontré à plusieurs reprises. Il est difficile de croire qu'ils maintiendraient tous silencieusement une vaste tromperie. Cette partie-là va bien au-delà de ce qui semble plausible. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. JB Aubert vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.